Et voilà, donc on est prêt à commencer aujourd'hui. Vous êtes seulement trois cet après-midi. On a aussi étudiant test ici qui s'appelle Juste Test. Donc c'est moi qui ai un deuxième ordi pour être capable d'enregistrer la session. Et on a Julie qui est avec nous aussi. Donc bienvenue à la session de cet après-midi sur Interagir. Première des choses, je voulais vous présenter Julie Provencher. Je sais qu'il y a certaines personnes qui la connaissent, d'autres pas. Donc, Julie est présentement à Montréal. Elle vit à Montréal et ça arrive souvent qu'on présente ensemble, qu'on travaille ensemble. Et on a travaillé avec les enseignants tant du niveau du primaire que du secondaire ensemble. Et Julie a d'autres tâches que de travailler avec moi, mais elle fait souvent des projets comme ça avec moi. Et aujourd'hui, la session, c'est vraiment sur l'interaction. On va quand même aborder certaines autres petites choses par rapport à cette session-là, mais la première chose que je veux faire peut-être, c'est faire un petit survol de votre dossier que vous avez reçu. Donc, je vous ai envoyé toutes les photocopies déjà faites, parce que je trouvais que c'était plus simple comme ça que de vous faire imprimer toutes les choses. Donc, quand c'est possible, je le fais. C'est pas toujours possible, par contre, dépendamment du temps. La première chose, c'est que vous avez deux côtés à votre dossier. Le côté gauche, c'est le premier côté que nous allons utiliser. Et le côté droit, nous allons l'utiliser un petit peu plus tard. Et dans le côté gauche, par exemple, vous avez le PowerPoint tout en petites diapos où vous pouvez prendre des notes. Et vous avez aussi deux textes que nous allons regarder ensemble. Et du côté droit, excusez, vous avez certains outils qu'on va utiliser aussi. Je vous ai aussi partagé par courriel un lien pour le Google Drive avec tous les documents. Le PowerPoint qu'on utilise aujourd'hui n'est pas encore dedans parce qu'on ne voulait pas vous donner les réponses à l'avance, mais à la fin de la journée, je vais le déposer dans le Google Drive. Donc, je vous souhaite un bel après-midi en notre compagnie et je vais laisser la parole à Julie, peut-être qui va vouloir se présenter. Bon, alors, bonjour tout le monde. Ben, c'est ça, ça me fait plaisir d'être avec vous cet après-midi. On s'est pratiqué ce matin, donc on devrait être encore meilleur cet après-midi. Ben, Charlotte, ça me fait plaisir. Charlotte, je la connais déjà, elle a étudié à l'UQAM, donc Charlotte, je te dis un beau bonjour. Et puis Marie-Christine et Patrick, je suis pas sûre de vous connaître, mais vraiment, j'ai une passion pour les langues secondes, puis j'ai la chance de travailler dans ce domaine-là, tout comme vous. Donc, je suis un petit peu plus au niveau de la recherche maintenant avec les universités puis le ministère de l'Éducation, mais j'ai quand même 15 ans en salle de classe, donc c'est une petite expérience, comme on pourrait dire. Et lorsque Nancy m'a dit, Julie, on va faire en ligne une formation sur l'interaction, j'ai dit, OK, Nancy, là, les gens vont être chez eux tout seuls, puis tu veux qu'on fasse une formation sur l'interaction. Et on vous a concocté quelque chose que je pense que vous allez apprécier. Dans le fond, on veut vous donner des outils, des choses qui ont été faites dans d'autres commissions scolaires. Des fois, on n'a pas le temps de voir ce qui se fait ailleurs un peu. Alors, on va vous faire un tour d'horizon, tout ça. Puis, on va aussi vous amener à réfléchir à votre pratique avec le lien de la recherche. Donc, voilà. Alors, on va commencer tout de suite. On a décidé de faire une première diapo pour vous souhaiter une bonne année, bien sûr, mais on se demandait qu'est-ce qu'on se souhaite en 2018. Et on veut vous rappeler que la compétence interagir, c'est interagir bien sûr à l'oral. Ça va être le cœur de notre formation d'aujourd'hui. Mais il ne faut pas oublier que l'interaction écrite, ça fait partie de notre compétence et les élèves doivent la développer. Puis ils s'en viennent très bons là, avec les textos et toutes ces choses-là. Alors, vous aussi, vous allez devoir de nous écrire qu'est-ce qu'on souhaite en 2018. Et puis, on peut rétroagir aussi là, sur ce qu'on souhaite. Alors, prenez vos outils à droite, vous les avez, et écrivez-nous un petit quelque chose. Puis en même temps, ça nous permet de vérifier si tout le monde, leurs outils fonctionnent. Allez-y! On vous suggère la boîte texte, c'est un peu plus simple.
Alors, je vois des souhaits importants vraiment qui sont liés aussi à nos élèves. Et puis, c'est intéressant la plateforme ZenLive justement pour la collaboration. Donc, je pense qu'on va avoir une belle session. Alors, c'était juste un petit exercice pour nous, je dirais, pour nous dérouiller, je dirais. Alors, vas-y, Nancy, on s'en va à notre prochaine diapo. Euh, on veut seulement vous rappeler un peu le concept d'interaction. On sait que vous l'enseignez, on sait que vous connaissez bien vos programmes, mais on est quand même tombé sur un texte qui nous a fait réfléchir, moi et Nancy. C'est Monsieur Jean Provençal qui travaille avec la commission scolaire près de Sherbrooke. Donc, et puis, lui, dans le fond, a écrit un article qui fait la distinction entre parler et interagir. Alors, on a trouvé intéressante cette réflexion-là. Vous l'avez déjà dans votre dossier. Alors, on va vous demander de lire le texte, mais avec une intention de lecture. Voici la question, puis Nancy, si tu veux l'écrire dans notre chat pour qu'on l'ait sous les yeux. Alors, on aimerait savoir la ou les différences entre parler et interagir. Alors, lorsque vous allez lire le texte, ayez en tête cette intention de lecture parce qu'ensuite, on va revenir sur ce texte-là. Alors, là où les différences entre parler et interagir. Maintenant, on va travailler avec les petits outils, c'est-à-dire que lorsque vous allez avoir terminé votre lecture, vous allez pouvoir mettre un crochet à côté de votre nom. Nancy, est-ce que tu veux expliquer pour ceux et celles qui sont peut-être moins euh, qui ne savent pas comment faire? Oui, juste en haut de votre nom, à gauche, vous allez voir, il y a des outils. Il y a une main, par exemple, que vous pouvez lever. Il y a aussi un X que vous pouvez utiliser et il y a un crochet. Donc, par exemple, si je vous demande d'utiliser le crochet, si vous cliquez sur le crochet, il y a un crochet qui va apparaître juste à côté de votre nom. Bravo, Marie-Christine, Charlotte et Patrick, pouvez-vous essayer? Ce sont les outils en haut à gauche. Super. Et quand on veut l'enlever, on fait juste recliquer dessus. Donc, c'est comme ça pour ces petits outils-là. Donc, quand vous allez avoir terminé votre lecture, on va vous demander de cliquer sur votre crochet et laissez-le sur le tableau. Alors, bonne lecture et on a mis la question dans le chat, là où les différences entre parler et interagir.
Excellent. Donc, si on garde notre intention de lecture, qui est justement de trouver les différences entre le parler et l'interagir, eh bien, il y a des passages clés qui nous donnent justement un- des informations sur ça. D'abord, on sait que l'interaction, ça a un aspect social. Donc, de seulement parler et ne pas considérer personne ou en faire un monologue, c'est sûr qu'on passe à côté de la compétence interagir. Donc, d'avoir des situations qui sont sociales où on doit communiquer, c'est sûr que c'est pertinent. Ensuite, probablement que vous avez relevé dans ces différences-là, peut-être, qu'il y a des verbes qui nous donnent, wow, bon, il y a des verbes qui nous donnent des, un peu je dirais, qui nous permettent de, là, je vais me reprendre, là, je m'excuse. Donc, il y a des verbes qui nous permettent de voir que l'élève, il va tenir compte, par exemple. Il n'est pas tout seul, il est dans l'analyse, il est dans la réflexion un peu. Il ne peut pas seulement parler pour lui-même, il doit faire attention à ce qui se passe autour de lui. Par exemple, l'élève qui interagit tient compte. Si on regarde sur l'autre page, on a d'autres verbes aussi qui démontrent ce côté social de l'interaction. Alors, par exemple, il va y avoir une influence sur l'élève. Ensuite, il est attentif aux autres, donc c'est pas seulement lui qui parle. Il va réagir, il va ajuster ses interventions. Il va manifester un intérêt, mais pas par rapport à son sujet à lui, envers les interlocuteurs. Alors, on voit que probablement que vous avez remarqué que dans l'interagir, on a un côté très social, mais on a aussi un côté très réflexif. C'est-à-dire que l'élève va communiquer, mais avec une intention, il va en faire une analyse, il va s'insérer dans cet engagement-là, ce discours-là qui est partagé par tous. Donc, le côté réflexif ou le côté méta va être très, très présent dans la compétence interagir. Maintenant, c'est sûr que lorsqu'il parle, il y a des éléments qui se retrouvent, mais le côté social et le côté s'adapter au discours des autres va être très présent pour l'interaction. Est-ce qu'il y en a qui ont autre chose par rapport à ça? Si oui, vous pouvez me faire, on pourrait enlever, ouais, ok. Charlotte, est-ce que tu veux nous partager quelque chose que toi aussi tu avais remarqué? Oui, ben dans le texte, ça disait que l'élève doit être attentif aux propos de l'interlocuteur, sauf que moi, je trouve important aussi qu'il soit attentif au non-verbal, parce que ça fait partie de l'interaction de voir si on a choqué quelqu'un, puis que la personne va juste répondre par du non-verbal. Il y avait ce point-là que je voulais ajouter. Puis, je voulais aussi ajouter le fait que c'est important dans l'interaction que les gens soient capables de faire des liens avec d'autres situations qui se sont passées parce que ça démontre une bonne écoute quand on est capable d'aller faire des liens. Puis, je trouve que ça fait partie de l'interaction également. Tout à fait. Donc, oui, puis comme tu le dis, c'est vraiment en lien avec ce que les autres sont, ce que les autres font, que ce soit verbal ou non verbal. Puis ces liens-là également là, sont importants, puis ils n'étaient pas mentionnés. Oui, tout à fait. Alors, nous, on va poursuivre. On aimerait, euh, on aimerait réfléchir avec vous à comment vous enseignez l'interaction à vos élèves. Alors, on va vous demander d'écrire deux types de, ça peut être des comportements, ça peut être des actions, ça peut être des situations, deux choses que vous faites pour enseigner l'interaction à vos élèves. Et moi, de mon côté, lorsque vous allez écrire vos deux réponses, vous allez prendre la petite boîte texte et vous allez indiquer là, deux activités ou deux choses que vous faites pour enseigner l'interaction. Moi, je vais colorer à côté de votre réponse. Mais ce n'est pas juste du coloriage, là, c'est vraiment parce que après on va réfléchir à ça avec un code de couleur. Donc, c'est pour notre prochaine partie. Alors, ne soyez pas, là, je dirais, si ce n'est pas votre couleur préférée, c'est pas grave. Il y a un but à cette couleur-là que je vais mettre à côté de vos réponses. Alors, allez-y. Deux choses que vous faites pour enseigner l'interaction.
Alors, on a ici là, nos... ah, attendez, il me manque une réponse. Je vais juste la colorer. Ça va me prendre quelques secondes. OK. Alors, on va réfléchir un peu à qu'est-ce que c'est enseigner l'interaction, mais avec une base scientifique. Donc, lorsqu'on regarde la littérature scientifique, il y a trois éléments qui semblent démontrer que l'enseignement va être de meilleure qualité lorsqu'on met ça en place. Puis ce qui est très intéressant, c'est que vous avez deux de ces catégories-là dans vos réponses. Alors, je vais aller à la prochaine diapo, puis on va revenir sur vos réponses. Alors, par exemple, enseigner l'interaction. La littérature scientifique va nous dire que, bien sûr, ça nous prend des contextes. Et les enseignants, on est bons là-dedans, trouver des contextes. On va leur donner une question du jour. Tantôt, j'ai vu ça dans les réponses. Je vais leur trouver un sujet d'intérêt. Ce matin, on avait comme réponse, j'essaie de les faire réagir avec des sujets qui sont intéressants. Donc, on a une partie où les enseignants vont mettre un contexte. Mais on sait que ce contexte-là, ce n'est pas suffisant pour que nos élèves soient vraiment outillés en interaction. Alors, ça prend autre chose. Alors, ça prend quoi, par exemple? Eh bien, ça prend l'enseignement de stratégies d'interaction. Et aujourd'hui, on vous propose du matériel, on vous propose des vidéos, on va vous proposer toutes sortes de choses qui vont travailler beaucoup le volet 2, donc vers un peu pour vous bonifier votre façon d'enseigner l'interaction. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, est-ce que, par exemple, je fais des exemples contre-exemples pour montrer quoi faire ou ne pas faire? Alors, est-ce qu'il y a des choses que je vais modéliser, mais vraiment par rapport aux stratégies? Là, je ne parle pas d'une modélisation qui était au numéro 1, qui est plus, je vais vous montrer comment ça s'est passé et qu'on présente un contexte, puis on va continuer. Là, c'est vraiment une modélisation qui va être par rapport à des stratégies. Et puis, la littérature scientifique nous dit que c'est pas assez, que vraiment, même si on faisait le numéro 1, le numéro 2, eh bien, on doit aussi mettre un peu à la disposition des élèves un référentiel commun. Donc, on doit avoir de façon vraiment explicite un genre de référentiel, un genre de tableau d'ancrage. Bon, moi, je suis née, là, je vous dirais, bon, ok, je vais vous le dire, mais je suis née comme dans les années 76. Moi, un tableau d'ancrage, quand j'ai lu ça, ben, c'est la même définition qu'une affiche de classe, OK? Donc, pour ceux et celles qui connaissent le mot affiche, c'est la même chose, sauf qu'à quelque part, on va y inscrire vraiment les stratégies qui sont enseignées, quand elles doivent être utilisées, comment, par exemple, et ça va faire un aide-mémoire, que ce soit pour l'élève ou pour la classe, et ça permet d'avoir aussi un retour. Les tableaux d'ancrage, c'est quelque chose qu'on va réutiliser également, parce que c'est pas parce qu'on va parler, par exemple, d'un débat, je sais pas moi, un débat avec un sujet X, eh bien, le tableau d'ancrage va être aussi bon dans une autre utilité avec un autre sujet. Donc, c'est des tableaux qui nous rappellent les stratégies et non pas les thèmes ou les sujets qui sont exploités en interaction. Alors, avec ces trois volets-là, ben, la littérature scientifique nous dit que ça va être une interaction ou un enseignement de l'interaction efficace. Alors, on va retourner à vos réponses. Et là, on va les observer un peu. Donc, tout ce qui est lié à placer les pupitres, demander aux jeunes de s'asseoir en équipe, on voit qu'on est dans un contexte. Hein? On va leur permettre d'échanger, discuter. Donc, on est dans un contexte. Poser des questions aussi par rapport à leurs intérêts. Mettre l'emphase sur un sujet spécifique. Donc, oui, tout à fait. On est encore dans les contextes. Une situation où ils ont envie d'en parler. Tout à fait. Et puis là,
on a de l'autre côté toutes les modélisations des situations d'interaction. Donc, montrer quoi faire. Alors, probablement que la personne qui a écrit ça, c'était montrer des stratégies d'interaction pour être plus efficace. Alors, vraiment, on est dans le numéro 2 qui était vert. Je montre des vidéos qui démontrent des comportements. Alors, je suis très curieuse de savoir quelle vidéo, qui utilise, qui a écrit cette réponse-là. Est-ce que vous voulez mettre votre petite main ou votre... Marie-Christine, est-ce que tu peux nous dire quelle vidéo tu utilises? Est-ce que c'est des vidéos maison? Est-ce que... Je tiens à mentionner aussi que ce qu'on va faire aujourd'hui, parce que je sais que vous avez des clientèles complètement différentes. Marie-Christine enseigne principalement en français, c'est WOTP. Patrick est comme en bas de WOTP. Et Charlotte a des élèves qui sont super avancés, mais d'autres avec des difficultés d'apprentissage dans le groupe aussi. Donc, on va essayer de répondre à tous vos besoins. Donc, on va juste lire ce que Marie-Christine nous dit. Ça pourrait être des vidéos des élèves du groupe en question ou une vidéo d'une discussion, exemple TED Talk pour les jeunes. OK. Même des téléséries, personnages qui parlent d'un sujet, effectivement. Excellent. Donc, ben, je pense que ça va être complémentaire ce qu'on va te montrer, Marie-Christine. Alors, et puis là, ben, après, j'ai vu qu'on analyse la grille d'évaluation et j'ai vraiment hésité à mettre ça de couleur bleue qui était le tableau d'ancrage parce que jusqu'à un certain point, parfois, ça peut être une affiche qui rappelle aux jeunes sur quoi va porter leur évaluation et tout. Des fois, c'est pour leur enseigner des stratégies aussi. Fait que je les laissé dans le vert quand même, mais à quelque part, ça peut devenir un genre de référentiel sur lequel les élèves peuvent réfléchir. Alors nous, on va porter notre attention sur justement la deuxième catégorie et pour ce faire, on voulait vous présenter le concept de mini-leçon. Je ne sais pas si vous êtes très, je dirais, au courant de cette vague-là de mini-leçons. Nancy, on va aller à la prochaine diapo. Oui, merci. Et je dirais que c'est une nouvelle tendance qu'on entend de plus en plus. On regarde, par exemple, ce qui se publie chez Chenelière, mini-leçons pour la lecture, mini-leçons pour l'écriture, mini-leçons pour interagir. Alors, on voit de plus en plus que ce terme-là est utilisé et surutilisé. Et ça se rapproche très, très près de l'enseignement explicite. Et on s'est demandé, est-ce que nous, lorsqu'on fait des mini-leçons, parce que c'est sûr que vous en faites des mini-leçons, par exemple, est-ce que j'ai... Je vais juste lire les commentaires, là, Marie-Christine. Si mes amis ont un cahier dans lequel ils mettent des mots de vocabulaire, des bouts de phrases, comment on dit. Oui, on pourrait considérer ça comme un tableau d'ancrage jusqu'à un certain point. Il y a les tableaux d'ancrage qu'on va afficher dans la salle de classe, donc qui est comme un référentiel pour tous. Puis il y a des tableaux d'ancrage qu'on pourrait considérer comme des aides-mémoires qui sont peut-être plus spécifiques à certains élèves ou c'est ça, c'est une utilité là, pour leur rappeler les stratégies qu'ils peuvent utiliser. Juste donner un exemple, mon fils devait étudier par exemple par rapport à son examen de lecture, bien le professeur avait fait un genre d'aide-mémoire inspiré de ces tableaux d'ancrage dans la classe et mon fils devait regarder les stratégies, ne pas oublier, se trouver des exemples à faire avec les textes à la maison. Alors, ça pourrait être ce que tu dis, là, Marie-Christine. Tout à fait. Alors, nous, ce qu'on veut faire, c'est qu'on démystifie un peu le concept de mini-leçon. Parce que moi, ben, je pensais que je donnais des mini-leçons. Puis, je me suis demandé si mes mini-leçons, d'après ce que la science nous dit, est-ce que c'est vraiment efficace? Puis, est-ce que je le fais de la façon, justement, qui a un impact sur mes élèves? Alors, on va vous présenter le concept de mini-leçon à travers un enseignement de la lecture, juste pour qu'on puisse voir rapidement c'est quoi une mini-leçon, c'est quoi sa pertinence. Puis après, nous allons venir en interaction, puis on va réfléchir à comment on pourrait bonifier notre enseignement de l'interaction à l'aide de mini-leçons. Alors, on va prendre la diapo suivante. Eh bien,
Une mini-leçon. Moi, c'est venu vraiment me chercher lorsque j'ai lu les recherches en lecture et où les mini-leçons étaient enseignées à travers la lecture. Puis je vais vous donner un exemple qui m'a vraiment fait réfléchir autant sur la lecture, mais aussi sur les autres compétences lorsque j'enseigne. Par exemple, la lecture personnelle. Bon, probablement que vous en faites tous dans votre classe. Là, à un certain moment, l'élève est amené à lire de façon autonome, donc personnellement, un texte. Habituellement, on va le définir de cette façon-là. C'est un moment où l'élève va lire seul. Habituellement, il va avoir choisi sa lecture à partir de ses intérêts. Donc, on pourrait penser aussi à un livre de classe, par exemple, et on pourrait leur donner, mais habituellement, lorsqu'on parle de lecture personnelle, c'est vraiment l'élève qui choisit à partir de ses intérêts. Et l'enseignant, pendant ce temps-là, peut lire lui aussi, mais il va modéliser des habitudes de lecteur. Là, il n'est pas dans enseigner des stratégies ou faire de l'enseignement. C'est vraiment, il est assis, lui aussi il lit, on le voit qu'il lit. Donc, il modélise des habitudes de lecture. Mais si j'ajoutais le concept de mini-leçon à la lecture personnelle, eh bien, l'Ontario, le ministère de l'Ontario, ont bonifié cette partie-là. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont dit maintenant, les élèves ne feront plus de la lecture personnelle, ils vont faire de la lecture autonome parce qu'on va ajouter une mini-leçon. Alors, à quoi ça pourrait ressembler? On a la prochaine diapo et on a mis en rouge l'aspect mini-leçon. Donc, on voit que les élèves vont lire, OK? Mais avant la lecture, qu'est-ce qu'ils vont faire? Par exemple, l'enseignant prend quelques minutes pour offrir une mini-leçon avant de laisser les élèves lire leur livre. Alors, on pourrait penser, par exemple, que tout le monde a des livres différents, mais moi, j'ai mon livre et je dis aux élèves, écoutez, on a vu c'était quoi un narrateur. Moi, je me demande, dans ton livre à toi, le narrateur, est-ce qu'il est externe à l'histoire? Donc, est-ce qu'il va utiliser, par exemple, le il, le elle, il va raconter l'histoire, mais il n'est pas nécessairement un personnage présent? Ou non, c'est plutôt un narrateur qui fait partie de l'histoire, c'est raconté au jeu, par exemple, et puis il va prendre part, on va l'entendre réfléchir, mais parce qu'il est à l'intérieur, donc un narrateur interne à l'histoire. Et là, ben, je vais soulever ça, je vais montrer mon livre, on va discuter du narrateur, mais ça va prendre 3 à 5 minutes, une mini-leçon. Très court, très court. Et ensuite, on les envoie lire ce qu'ils veulent, leur livre, à eux. Il y a un moment où les élèves peuvent lire seuls, OK? Mais ils vont lire en ayant une intention ou une stratégie qui a été présentée, une réflexion. Alors là, les élèves vont se demander, moi, mon narrateur, finalement, il est-tu interne, il est-tu externe? Est-ce que je vois des éléments observables qui pourraient, justement, me permettre de dire qui est externe ou interne? Et là, ben, chaque élève lit selon ses intérêts. L'enseignant peut quand même être assis ensuite et modéliser des habitudes de lecture. Mais après, une fois que la période de lecture est terminée, là, on va faire un retour avec les élèves. On va les encourager à donner des exemples. Alors oui, toi, qu'est-ce que tu... Ah oui, tu as vu ça, puis comment tu as fait? Et on va leur faire verbaliser justement l'utilisation de la stratégie ou les connaissances qu'ils ont acquises à partir de la mini-leçon. Et là, l'enseignant va rappeler pourquoi c'est important, puis qu'est-ce que ça va faire, par exemple, pourquoi c'est important de savoir que le narrateur est interne ou externe. Est-ce que ça peut changer notre vision ou notre point de vue par rapport à l'histoire? Alors ça, c'est le concept de mini-leçon en lecture. Mais en interagir, ça pourrait ressembler à quoi? Alors, on va revenir au concept de mini-leçon, qui est, Nancy, la diapo suivante. Est-ce que vous avez des questions jusqu'à maintenant? Est-ce que ça va, groupe? On est quand même 3, là, donc si ça va, vous pouvez mettre un petit crochet. Oui, ça va, super intéressant. C'est bon. OK, super. Bon, parfait. Alors, je vais poursuivre. S'il n'y a pas de questions, n'oubliez pas, vous pouvez lever la main hein, si jamais il y a quelque chose. Alors, maintenant, une fois qu'on réfléchit un peu à comment on peut saupoudrer notre enseignement de mini-leçons à certains moments,
Eh bien, il y a des gens qui ont réfléchi à cette structure-là de qu'est-ce que c'est une mini-leçon, qu'est-ce que ça devrait prendre une mini-leçon pour que ça soit complet. Alors, on vous a mis un texte dans votre dossier et c'est un texte qui s'intitule Mini-présentation de la mini-leçon. Comme je vous ai dit, les mini-leçons, souvent, c'est inspiré de la lecture ou de l'écriture. Mais de plus en plus, on les voit apparaître pour enseigner l'interaction. Et ce qu'on va vous présenter cet après-midi, c'est vraiment des mini-leçons en interaction. Alors ça, c'est un texte qui est un petit peu plus générique, mais c'est un concept de mini-leçon en écriture, mais c'est pas grave parce que ça s'applique également en interaction. Alors, votre intention de lecture pour cet article-là, c'est que vous allez lire et là, vous allez voir qu'une mini-leçon, c'est composé d'étapes ou de parties distinctes. Et vous allez avoir tantôt à visionner une mini-leçon avec un enseignant. Et vous allez devoir me dire quelles sont les parties qui sont présentes dans la mini-leçon et quelles sont les parties qui ne sont pas présentes dans la mini-leçon. Alors, dans le fond, c'est de bien comprendre c'est quoi les étapes ou les parties de la mini-leçon pour ensuite analyser un vidéo. Alors, je vous laisse le lire et quand vous avez terminé, s'il vous plaît, mettre votre crochet à côté de votre nom. Alors, nous allons poursuivre. Donc, moi, je vais vous ajouter des détails parce que j'ai lu beaucoup, puis je veux dire, dans mes recherches, on est allé un petit peu plus loin que ce que je vous ai donné par rapport à cette page-là. Alors, je vais vous ajouter quelques détails par rapport à la connexion, l'enseignement, l'engagement, le lien. Mais avant de faire ça, on va faire le lien avec l'enseignement explicite. Vous savez, on sait que quand on enseigne de façon explicite certaines stratégies à des élèves, et principalement lorsque c'est des élèves en difficulté, il y a vraiment une très bonne réception, mais même les résultats des élèves vont augmenter, vont s'améliorer. Alors, je voulais faire le lien entre c'est quoi une mini-leçon et c'est quoi l'enseignement explicite. Parce que vraiment, là, des fois, là, avec tous ces genres de théories-là, on ne se reconnaît plus. Alors, on vous a proposé un tableau qui est la prochaine diapo. Et sur ce tableau-là, je vais vous donner plus d'informations sur la mini-leçon, mais aussi, je vais faire le parallèle avec l'enseignement explicite. Et vous allez pouvoir comparer qu'est-ce que vous faites dans votre salle de classe. Est-ce que c'est une façon que vous utilisez pour enseigner? Alors, lorsqu'on parle de connexion, donc je suis à gauche dans le tableau, par rapport aux mini-leçons, eh bien, c'est là qu'on va accrocher l'élève, piquer sa curiosité, faire des liens avec ce qu'ils connaissent, faire des liens avec ce qu'ils vont apprendre.
Parfois, on peut même, moi je faisais ça, mais vous probablement aussi, on peut dire, OK, maintenant je vais vous donner un exemple, j'ai vu telle chose, j'ai vu telle équipe, ils ont fait ça. Donc, on va le lier à des besoins qu'eux ont déjà ou des observations qu'on a fait en salle de classe. Une autre façon qui semble vraiment être efficace, c'est qu'on va raconter une anecdote, on va raconter une histoire personnelle. Alors, la connexion se fait entre nos élèves, puis ensuite, on peut passer à l'étape de l'enseignement. Pour l'enseignement explicite, la mise en situation, c'est exactement les mêmes concepts. Donc, on voit que ce soit une connexion ou la mise en situation, c'est des théories qui sont les mêmes. Ensuite, l'enseignement. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Bien, par exemple, c'est là qu'on va nommer explicitement ce qu'on va faire. Et c'est pas déductif, c'est pas essayer de deviner, c'est vraiment voici ce qu'on va apprendre. Alors, et là, on va peut-être présenter, par exemple, en interaction. Marie-Christine, tu disais que tu présentais des vidéos. Bien, dans l'enseignement, on va leur présenter. On va faire du modelage. Ça pourrait être justement pour qu'ils puissent voir la stratégie en action. Souvent, on va avoir un contexte où c'est le professeur qui parle, les élèves vont écouter, observer, analyser, réfléchir. On les voit en écoute. Mais en interaction, puisqu'on est tout seul dans notre salle de classe puis qu'on n'est pas deux profs, souvent on va faire participer certains élèves à cet enseignement-là parce que parler tout seul, c'est pas interagir. Donc, on va aller chercher des élèves pour bonifier la partie enseignement. Donc, enseignement et modelage, c'est la même chose. Même concept, même chose. Alors, ensuite, une fois qu'on a enseigné, qu'est-ce qui nous reste? Eh bien, donc on va leur demander d'essayer la stratégie, on va les mettre en action, on va essayer de leur offrir une pratique guidée. Alors, encore une fois, c'est la même chose. Donc, enseignement explicite, engagement. On pourrait voir des profs qui vont dire, OK, bien maintenant, j'aimerais ça que tout le monde vous l'essaye ou en sous-groupe, pouvez-vous essayer? Puis, on va les encourager, les inviter. Donc, même chose. Il y a une petite distinction à faire pour la mini-leçon et l'enseignement explicite. Puis je pense qu'elle est importante. Alors, pour le lien, on va revenir sur la stratégie que les élèves vont avoir fait, essayé, vu. Mais on va expliquer, par exemple, quand on utilise cette stratégie-là, on va répéter, par exemple, qu'est-ce qu'on a fait. On va faire en sorte qu'on va revenir sur les notions. Pourquoi c'est utile? Qu'est-ce qui est utile là-dedans? Mais ensuite, on va laisser une trace écrite. Donc, cette trace écrite-là est notre tableau d'ancrage ou notre affiche ou notre mémoire ou notre aide-mémoire. Donc, il va y avoir un rappel à l'écrit qui va être offert à l'élève pour d'autres situations, par exemple. En enseignement explicite, on parle de pratique autonome. Les élèves sont amenés à utiliser la stratégie, mais de façon autonome. Donc, ils vont la réutiliser dans d'autres contextes. Alors, on voit qu'il y a une petite distinction à faire, mais le côté lien, c'est comme si on clôturait ou on finissait notre mini-leçon avec justement une trace écrite ou la pertinence. On donne la pertinence de cette stratégie-là. Alors, une fois que ça c'est fait, maintenant, Nancy, elle va vous présenter un peu le contexte du matériel qu'on va vous présenter. Puis c'est vraiment pour vous outiller, bonifier ce que vous faites déjà, mais dans un esprit de mini-leçon. Alors, vas-y, Nancy. Super, merci. Donc, ce qu'on veut vous présenter aujourd'hui, ça s'appelle Academic Conversation en anglais et c'était traduit par Conversation réfléchie en français. Ce qu'on a remarqué au niveau de l'interaction, c'est qu'il y a souvent, les gens mettent les élèves en contexte, mais il y a souvent un manque de structure quand on arrive pour enseigner l'interaction. Donc, c'est l'enseignement qu'on a comme pas d'outils pour être capable d'enseigner ça. Leur donner des sujets, les mettre en sous-groupe, ça va bien, mais l'enseigner, c'est plus difficile. Donc, la conversation réfléchie, elle englobe les concepts de mini-leçons et d'enseignement explicite. C'est pour ça qu'on vous a présenté ça au début. Et ce qui est merveilleux, c'est que le livre que vous voyez en bleu sur la diapo, Academic Conversation, c'est écrit en anglais. Et ce livre-là devrait se retrouver dans toutes vos écoles. Et même que les profs de ELE
probablement qu'il y en a peut-être plusieurs qui l'utilisent. S'ils ne l'utilisent pas, ils devraient commencer à l'utiliser parce qu'il y a des problématiques avec la compétence TALK en anglais où les gens ont énormément de difficultés à évaluer cette compétence-là et à savoir, tu sais, c'est pas parce qu'on parle anglais qu'on va nécessairement avoir une note élevée en talk. Il faut faire plus que juste parler en anglais. Et c'est la même chose pour le français aussi. Donc, si je lis avec vous, je vais juste lire un petit peu ce qui est écrit sur cette diapo-là. C'était écrit par Julie Paré, qui est conseillère pédagogique pour Learn, en français langue seconde, mais j'ai changé quelques petites choses au niveau de la terminologie qui a évolué depuis le moment où elle avait écrit ça. Donc, si vous regardez le résumé et grandes lignes du livre, ce sont la conversation est des échanges entre les gens qui essaient d'apprendre les uns des autres et de construire une compréhension, un sens qu'ils n'avaient pas auparavant. Les partenaires se relaient pour parler, écouter et répondre aux commentaires de chacun. La conversation académique ou réfléchie est soutenue et réfléchie sur des sujets scolaires ou des sujets qui sont près de la vie des élèves avec lesquels vous travaillez. Les 5 compétences clés pour la conversation, et ça c'est très important parce qu'on va retravailler dessus après, c'est développer et clarifier, soutenir une idée à l'aide d'exemples, paraphraser, synthétiser et construire à partir des idées des autres ou en débattre. Et ça, c'est quelque chose de clé dans le développement de la compétence interagir. Dans de nombreuses salles de classe, les activités de conversation sont utilisées de façon limitée, souvent juste pour vérifier l'apprentissage des faits et des procédures, plutôt que d'enseigner ou d'approfondir la compréhension. Donc, c'est ce que vous allez retrouver dans ce livre-là avec plein de choses. C'est sûr, il y a des tableaux, plein de choses qui sont écrits en anglais, mais aujourd'hui, on va vous présenter les outils qui ont été développés en français. Ici, c'est une bonne opportunité pour travailler le transfert. Le transfert entre le français et l'anglais parce qu'on travaille avec 2 langues qui ont beaucoup de choses en commun quand même. Si on sait comment écrire un texte en français ou on sait comment écrire une introduction, souvent ça va être très similaire en anglais. Donc, on n'a pas besoin de réenseigner toutes ces choses-là. Et si vous travaillez en collaboration avec le prof de ELE, ça va faire toute une différence. Si vous êtes dans une situation où vous êtes le prof de ELE et FSL, quand vous allez collaborer avec vous-même, ça m'est arrivé en tant qu'enseignante où j'enseignais English Language Arts secondaire 1 et 2 et j'avais aussi le français langue seconde secondaire 1 et 2. Mais le concept de transfert était un peu moins présent à ce moment-là quand moi je l'ai fait, sauf que j'ai réalisé tout de suite que j'avais plein d'opportunités pour simplifier mon enseignement. Je n'avais pas besoin de réenseigner les choses. Quand je planifiais français et anglais. Donc, c'était facile pour moi de le faire. C'est encore mieux si vous avez un collègue pour le faire. Vous n'êtes pas seul dans ce bateau-là. L'autre chose, c'est qu'il y a une commission scolaire qui s'appelle Sir Wilfrid Laurier School Board, et c'est dans le coin de Montréal, qui s'est approprié le concept de conversation réfléchie. Pour eux, c'était aussi une opportunité de transfert ELE-FSL, mais c'était aussi pour outiller leurs enseignants. C'était dans le cadre d'un PDIG qui a duré, si je ne me trompe pas, 2 ans. Et ils ont eu plusieurs collaborations. Quand ils sont dans la région de Montréal, ils ont la chance de pouvoir collaborer, par exemple, avec Learn, qui ont pu les aider dans ce projet-là. Et ce que je veux préciser, c'est que, très important, il ne s'agit pas de situations complexes d'interaction. Donc, c'est des choses simples, des mini-leçons qu'on va parler ici. Et eux, ils ont divisé ça comme 3 parties. Donc, les leçons ressemblent à ça. C'est qu'en premier, il y a l'enseignement explicite. Et dans l'enseignement explicite, il va y avoir la présentation d'une habilité, la modélisation, la pratique guidée et la pratique coopérative ou autonome. Ensuite, il va y avoir une rétroaction descriptive. Et par la suite, il va y avoir aussi l'évaluation formative parce que c'est sûr qu'on doit toujours évaluer nos élèves. Donc, ça fait partie des outils qu'ils nous ont donnés. Et un des outils principaux, donc la base, c'est le NAPRON. Le NAPRON pour développer les habiletés, il y en a peut-être parmi vous qui l'ont déjà vu.
Il existe en anglais, mais là, ils l'ont fait en français. Et je vais vous présenter un peu comment ça fonctionne. Et je vous ai mis, si vous regardez dans votre dossier du côté droit, vous allez avoir une feuille qui est 11 par 17 et vous avez ce tableau-là, justement. Donc, si vous voulez le regarder, le voir un peu plus gros que ce que vous voyez présentement, donc vous avez ce tableau-là dans votre dossier. Et je pense que je vous l'ai mis aussi sur une feuille plus petite qui est 8,5-11. Donc, je vous ai mis les deux versions pour que vous puissiez voir la différence, mais c'est exactement la même chose, c'est juste qu'il y en a un qui est plus grand que l'autre. Et quand on regarde ce tableau-là, comme je vous ai dit, est disponible en ELA, d'où l'importance de collaborer tant pour développer les compétences que les habiletés des élèves, les deux. Puis, pour moi, ce que je suggère, c'est que quand vous allez l'utiliser avec vos élèves, peut-être, par exemple, quand vous formez des groupes d'élèves de 4 élèves où ils vont être en train de discuter, d'avoir la feuille 11 par 17 dans le milieu pour que les élèves puissent l'avoir sous les yeux. Et si vous regardez, je vais grossir un petit peu, on a exactement les 5 compétences que je vous ai présentées tantôt. Donc, c'est le NAPPRON pour développer l'habilité à interagir et on a développé et clarifié une idée, on a soutenir une idée à l'aide d'exemples, on a paraphrasé, synthétisé et construire à partir des idées des autres ou en débattre. Et on a aussi dans le milieu la question, le sujet ou le thème qui est abordé. Donc, c'est vraiment comme ça. Patrick, ça s'en vient. Il va y avoir effectivement des choses pour vous soutenir là-dedans. Du matériel clé en main qu'on vous propose aujourd'hui. Okay? Donc, je vais regarder en détail parce qu'en plus d'avoir fait le tableau, ils ont divisé chaque partie du tableau. Donc, si vous regardez la prochaine diapo, c'est vraiment la partie seulement de développer et clarifier une idée. Donc, si je retourne au tableau, c'est vraiment ma partie juste ici, mon premier carré là. Donc, par exemple, si avec les élèves, vous ne voulez pas travailler le NAPPRON au complet, que vous voulez seulement travailler sur une habilité à la fois, vous pouvez, au lieu de leur présenter le NAPPRON, de leur présenter quelque chose comme juste cette page-là. Et encore une fois, ces pages-là, je vous ai fait des photocopies pour que vous puissiez les avoir. Donc, vous avez un document qui est broché et vous avez toutes ces photocopies-là, les cinq habilités à développer. Et si on regarde un petit peu plus près, qu'est-ce qu'on nous donne là-dedans? Il y a deux parties. Il y a la première partie qui est pour susciter la discussion. Il y a la deuxième partie qui est pour amorcer une réponse. Parce que souvent, ce que nos élèves, il leur manque, quand nos élèves sont forts, généralement, ils vont quand même assez bien s'en sortir, mais il y aurait avantage à utiliser ces outils-là. Quand nos élèves sont faibles, ils doivent utiliser ces outils-là parce qu'il leur manque souvent du vocabulaire pour débuter leur phrase. Et moi, je le vis avec mes étudiants que j'ai en ligne. J'utilise justement ces outils-là pour ceux qui ont besoin d'aide au niveau de l'interaction. Parce que si je veux leur montrer comment faire, j'utilise exactement la même plateforme qu'on a là et je travaille avec eux avec les outils. Donc, je suis en train de les tester présentement pour être sûr que ça fonctionne bien, comment les élèves réagissent à ça. Et je suis en train de tester aussi avec des élèves de plusieurs niveaux. Ce que je veux dire, c'est que j'ai du secondaire 1 à secondaire 5 et j'ai des élèves tant dans des programmes qui appellent IB ou enrichi que j'ai des élèves aussi out of province. Donc, j'ai vraiment les deux catégories. Et si vous regardez pour susciter la discussion, qu'est-ce qu'on nous donne là? Bien, quand les élèves parlent, ils peuvent utiliser des débuts de phrases comme « peux-tu préciser ». Qu'est-ce que cela veut dire? Que veux-tu dire par? Et là, ils ajoutent leur partie. Peux-tu clarifier la partie? Donc, il y a vraiment une interaction qui se fait avec les élèves. J'aimerais en savoir un peu plus sur quelle est l'importance de cette idée. Je comprends bien la partie sur telle chose, mais je veux en savoir plus à propos de telle chose. Peux-tu être plus précis? Au lieu de toujours dire ce que les élèves, quand j'étais en salle de classe, faisaient, c'est qu'ils disaient « explique ». Donc, ça mettait l'autre dans une position où s'il n'y a pas grand-chose à dire, ils ne savaient pas quoi dire justement. Tandis que si on leur donne un petit peu plus de pistes, okay? Parce qu'on
il y a été un moment où, et je pense que c'est encore le cas, où on veut que les élèves parlent, mais on veut aussi qu'ils posent des questions. Où il dit, je ne comprends pas. Oui, Charlotte, effectivement. Donc, ici, on leur donne des outils pour être capable de préciser ce qu'ils veulent. Ensuite, on a aussi pour amorcer une réponse, parce qu'il ne suffit pas juste de susciter la discussion, mais on veut aussi que les élèves soient capables de répondre. Donc, quand on arrive pour amorcer une réponse dans le contexte de développer et clarifier une idée, on peut dire « je crois que cela veut dire ». En d'autres mots, plus précisément, c'est parce que. Voici une analogie. C'est important parce que. Donc, on va vraiment leur donner les outils pour être capable de bien s'exprimer. C'est sûr qu'il y a une partie qui revient à l'élève, mais ça les aide beaucoup quand ils ont ça avec eux. Et vous avez une feuille comme ça pour chacune des parties, donc paraphraser, synthétiser. Et moi, je ne les regarderai pas tous avec vous. Vous êtes capable de les lire, mais là, maintenant, vous les avez. C'est ça qui est important. Et ça continue comme ça. Donc, le plus important, c'est vraiment d'avoir la structure mise en place pour eux. Donc, Julie, je pense que tu... bon, Marie-Christine, ont-ils le droit pour les examens finaux? OK. Honnêtement, pour les examens de commission scolaire, moi, je n'ai pas vraiment de problème avec ça, là. Mais pour l'examen du ministère, non. Je ne peux pas parce que il y a la liste des choses qui ont le droit d'utiliser, malheureusement. Donc, je ne peux pas l'autoriser. Puis, je suis convaincue que le ministère n'autorisera pas. Sauf qu'on sait que si les élèves les ont utilisés souvent durant l'année, ils vont s'approprier ces choses-là. Et à ce moment-là, ils vont être capables de les utiliser. Mais pour les examens de commission scolaire, donc ça veut dire on parle de primaire, secondaire 1 à secondaire 4. Et je pense que ce que je vais faire, je vais envoyer un courriel pour dire, c'est sûr que les gens du primaire n'ont pas eu cette formation-là parce que c'est vraiment plus focusé sur le secondaire. Donc, je vais envoyer un courriel aux profs du secondaire pour leur dire que j'ai pas de problème à ce qu'ils utilisent les outils en situation d'évaluation. Est-ce que c'est correct comme ça? Et en plus, je suis en train de m'enregistrer. Donc, je ne pourrais pas changer d'idée. Tu peux y aller, Julie. Alors, Nancy, est-ce que tu peux revenir juste au napperon une petite minute? Moi, une des façons qu'on a utilisé le napperon dans un de mes projets de recherche, c'est que les élèves avaient le napperon entre eux. Nous, on les avait découpés comme étant des cartes à jouer un peu. Donc, il y avait des cartes comme ça pour chacune des stratégies. Donc, on pouvait en mettre juste 2 sur la table ou en mettre 3 ou 5, tout dépendant où ils étaient rendus dans leurs apprentissages. Et on avait donné comme des pinouches de bingo, on dit ça comme ça, je pense, comme des pitons de bingo. Et lorsqu'ils faisaient de l'interaction, ils discutaient d'un sujet choisi. Et à la fin, comme auto-évaluation, on leur demandait de prendre leur petit pitoune de bingo là, et de mettre ça sur la carte quelle stratégie ils ont utilisé. C'était intéressant de les entendre discuter parce qu'ils ne pouvaient pas juste mettre le genre de bouton sur la carte. Ils devaient dire, ben moi, j'ai clarifié parce que je t'ai demandé ou tu m'as demandé. Puis, alors, ils devaient expliquer quand ils ont utilisé cette stratégie-là. Et on a trouvé ça très, très, très intéressant. Un, des ententes, c'est de la métacognition. Deux, pour de l'évaluation formative. Et puis, si, comme enseignant, on voit qu'il y a des stratégies qui sont moins bien utilisées, ben, on peut amener les élèves à les utiliser, à cibler nos enseignements, finalement. Donc, voilà. Alors, ça, c'était une des façons qu'on avait utilisé ce genre de dispositif-là. Si je continue, là, je vois que Charlotte est en train d'écrire. Alors, on va attendre, mais sinon, je continuerai avec le visionnement d'une mini-leçon. Alors, je ne sais pas, Charlotte. OK, je pense que je vais en faire un jeu. Je vais découper les cartons du napperon et à un certain point, les jeunes vont devoir déposer
Ouais, ben, c'est ça, une carte. On peut le faire aussi juste si vous avez utilisé les stratégies, par exemple, ben, on laisse les cartes pour qu'on voit là, la stratégie. Puis si jamais elle n'est pas utilisée, je demande aux élèves de tourner la carte de bord. Puis là, je peux me promener dans les équipes. Puis là, je vois quelles stratégies ont été utilisées. Alors, c'est des façons de pouvoir dans le fond, de les rendre conscients que ces stratégies-là sont pertinentes en interaction. OK. Donc maintenant, on va vous demander d'analyser une mini-leçon. C'est Marianne, une enseignante. Elle va faire une mini-leçon, mais je vais vous demander de réfléchir. Est-ce que d'après vous, il manque des parties à cette mini-leçon? On a parlé tantôt de la connexion, donc le côté piquer la curiosité, voir un peu, là, amener les élèves à s'intéresser. Après, est-ce qu'il va y avoir un enseignement? Je vous rappelle que l'enseignement de l'interaction, quand on est tout seul, ça nous prend des élèves pour enseigner. Donc, c'est sûr qu'elle va faire participer certains élèves. Et ensuite, est-ce qu'il va y avoir un engagement où les élèves vont être amenés à utiliser cette stratégie-là? Et ensuite, est-ce qu'elle va faire un lien où elle va reprendre pourquoi c'est important de faire cette stratégie, quand on l'utilise? Alors, est-ce qu'il va y avoir un soutien écrit aussi qui va être laissé après ça? Donc, d'après vous, quelles parties sont manquantes? Et on va s'intéresser à savoir quelles stratégies sont ciblées par cette mini-leçon. C'est une des stratégies de votre NAPROM. Donc, vous avez une chance sur 5 de réussir à cette question. Et voilà. Alors, Nancy, on va écouter la vidéo. Mon histoire, je suis certaine. Donc, si vous regardez derrière moi, j'ai mis une photo de lion. Je trouvais qu'il était super beau. Donc, je vais vous raconter une histoire, puis c'est parti de mon histoire, puis elle est bonne. C'est pour ça que je vous la raconte. Non, je ne me suis pas fait attaquer par un lion, ça aurait pu, mais non, ça ne m'est jamais arrivé. Donc, c'est simple, c'est l'histoire d'un petit garçon qui a 5 ans et qui s'en va en train et ensuite il débarque à une station puis il reste là. Vraiment une excellente histoire. Peux-tu élaborer? Est-ce que c'est Tarzan, madame? Ce n'est pas Tarzan, ça aurait pu être Tarzan, mais c'est pas Tarzan. Alex, je reviens à ta question. Est-ce que je peux élaborer? Est-ce que tu peux m'expliquer qu'est-ce que veut dire élaborer? Quand je fais un sac, là. Oh, je suis rose, madame, c'est correct, c'était blanc. Ah, ok, c'est une blague, mais c'est un super de beau mot ce que tu as dit. Est-ce que, en 2 ou 3 mots, est-ce que tu peux me poser une autre question que ça? Est-ce que tu peux donner plus de détails? Tu voudrais avoir plus de détails sur mon histoire? Ouais. Donc, c'est un petit garçon, comme j'ai dit, de 5 ans. Pourquoi il a pris le train? Bien, parce qu'il a pris le train parce que son frère prend le train pour s'en aller au travail. Et ça faisait plusieurs jours qu'il demandait à son grand frère de 17 ans, je veux prendre le train avec toi, je veux aller travailler avec toi. Et ce matin-là, son grand frère a dit, lève-toi, on part, on s'en va en train, je t'amène au travail. Passé. Donc, élaborer veut dire demander plus de détails, poser des questions, comprendre des parties de l'histoire, mais demander d'autres questions sur le reste de l'histoire. C'est ça que ça veut dire. Pour avoir l'histoire complète. Avoir une histoire complète. Donc, c'est une stratégie d'interaction. J'aimerais ça maintenant, si j'ai fait ça avec vous, c'était pour que vous voyez comment on le fait. C'était moi maintenant, c'est à moi de vous poser les questions. Là. Maintenant, OK. Alors, c'était la mini-leçon. Maintenant, on va essayer de l'analyser là, avec ce qu'on a vu là, depuis une heure, finalement. Alors, d'après vous, la connexion, l'enseignement, l'engagement, le lien, j'aimerais que vous mettiez un crochet à partir
des parties que vous avez vues. Donc, les parties que vous avez pu dire, ah oui, elle a fait ça, elle a fait ça. Donc, mettez un petit crochet à côté de la bonne partie dans le numéro 1. Et vous pouvez également écrire la ou les stratégies qui ont été ciblées au numéro 2. Alors, allez-y. Bon, vous avez tout à fait raison. Donc, quand on regardait cette mini-leçon-là, on voit que la connexion, elle a dit, bon, tu vas aimer mon histoire, je vous ai apporté une photo. Alors, elle a comme un élément déclencheur. On voit que les élèves étaient intéressés. Donc, oui, tout à fait, elle a fait sa connexion avec les élèves. Ensuite, au niveau de l'enseignement, on a vu justement qu'elle avait ciblé, sa stratégie, qui était de développer ses idées. Alors oui, c'était le bon choix. Et elle a amené les élèves à utiliser certaines de ces phrases-là. Elle est même revenue à la fin. Vous voyez, c'est pour demander plus de détails, c'est pour faire ci. Alors, elle avait un début quand même de lien aussi, parce que le lien, finalement, c'est de nous dire quand utiliser cette stratégie-là, pourquoi on l'utilise, comment on l'utilise. Alors, elle avait un début de lien. Puis pour l'engagement, elle les a invités à utiliser cette stratégie-là, mais on ne l'a pas vu faire quand même. Hein? On n'a pas vu les élèves après en sous-groupe dans une pratique plus guidée ou dans des volontaires qui viendraient à l'avant, par exemple, pour le faire. Ça, on n'a pas vu cette étape-là. Donc, ça, c'est pour le concept de mini-leçon. Puis nous, notre objectif, c'est de vous faire réfléchir. Est-ce que vous faites ça dans votre enseignement? Quelles sont les stratégies que vous enseignez de façon très explicite et peut-être celles que vous aimeriez mettre plus de l'avant dans votre enseignement? Alors ça, c'était pour notre partie analyse d'une mini-leçon. Et là, on passerait à la partie suivante. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions par rapport à ce qu'on vient de voir? Si vous avez des questions, mettez un crochet. Si vous n'avez pas de questions, mettez un X à côté de votre nom. OK. Alors, on poursuit. Donc, on veut vous présenter un site qui contient de nombreuses vidéos. Parce qu'on sait que quand on enseigne l'interaction, c'est vraiment bien de pouvoir présenter des vidéos où il y a des situations d'interaction, où on peut les analyser, où on peut s'arrêter, on peut voir les stratégies en action. Alors, c'est un site très intéressant sur Learn Québec. Il y a l'adresse ici www.learnquebec.ca/interagir. Et on va vous présenter un deuxième vidéo. Parce que non seulement il y a des vidéos comme ça d'interaction où il y a une modélisation un peu de stratégie, vous allez en voir sur le site, il y en a plusieurs, mais il y a également des vidéos où on voit des élèves interagir et à certains moments, la vidéo s'arrête et on entend l'élève réfléchir et on voit les débuts de phrases écrites sous la vidéo. Alors, nous, on s'est demandé, est-ce que vous trouvez ça pertinent? Est-ce que c'est quelque chose que vous aimeriez utiliser dans votre salle de classe? Et si vous aimeriez, est-ce que vous voyez un contexte pédagogique quand vous aimeriez utiliser cette vidéo-là? Il y en a plusieurs qui sont construites comme ça. Alors, on voulait vous en présenter une. Donc, ça va être normal au début que vous n'entendez rien, c'est parce que vous devez lire ce qui est écrit.
L'école, c'est ce qui fait un lien entre tous les autres aspects. Alors, c'est à l'école que je dois réussir pour ensuite avoir un gros salaire. Oui, il a raison. Je suis d'accord avec son idée et je vais la continuer en ajoutant des informations et je vais leur demander s'ils sont d'accord avec moi. Oui, tu as raison, mais j'ajouterais qu'un médecin qui a étudié pendant plusieurs années va faire beaucoup plus d'argent qu'un plombier qui a étudié pendant un an. Êtes-vous d'accord? Je ne suis pas d'accord avec son idée. On n'a pas toujours besoin d'aller à l'université pour avoir une bonne job. Pas tout à fait, parce que mon père est plombier et lorsqu'il se déplace, un client doit payer un minimum de 3 heures. Moi, une journée, je vais prendre la place de mon père et je crois que je vais faire plus d'argent que le médecin. Avez-vous d'autres points de vue sur ce sujet? Pour moi, c'est ma famille qui est le plus important parce que je crois qu'il va m'aider à réussir dans mes études et dans les sports. Mon grand frère peut me conseiller en amitié et ma soeur peut me prêter l'argent. Je vis la même situation. Je vais rajouter mon histoire à son idée. Ça me rappelle des jours où je voulais abandonner l'école et c'est ma grande sœur qui m'avait encouragée à continuer. Là, je suis rendue en secondaire 5, il me reste 5 mois et je vais avoir mon diplôme. La famille, c'est très important. Je vais la contredire pour la faire réfléchir sur l'idée. Je suis pas d'accord avec ça. La famille, c'est pas très important pour moi. Ok, sûrement que tes amis sont importants pour toi. On peut considérer nos amis comme une deuxième famille. Alors, un autre aspect dans ma vie, c'est que les amis, c'est très important. Pas toi? Oui, on peut dire. M'appuyant sur ton idée, on peut aussi dire que la famille peut aussi devenir des amis. Concentrons-nous un peu sur la question. Dans quel aspect de votre vie ressentez-vous le plus le besoin de réussir? Valorisez-vous surtout l'argent, le sport, l'école, l'amitié ou la famille? J'ai des amis qui concentrent beaucoup sur les études et les sports quand leur but est de faire l'équipe de football au cégep. Alors, je crois pour eux, le sport est le plus important. J'ai d'autres informations à ajouter à son idée. J'ajouterais qu'ils doivent avoir une moyenne de 75%. Donc, ils doivent réussir à l'école s'ils veulent poursuivre dans leur sport. Donc, on peut dire que la réussite scolaire est aussi importante pour eux. Êtes-vous d'accord? Je ne sais pas si c'est important pour eux, mais je connais quelqu'un qui se fait suspendre de l'équipe de hockey pour une étape et je sais qu'il a travaillé très fort pour réintégrer l'équipe. Et si un jour il devient joueur professionnel, il va faire beaucoup de l'argent. Bon, l'argent. Il n'y a personne ici pour qui l'argent est important. Bien, cela revient à ma première idée. Tu vas à l'école, tu étudies, tu réussis et tu gagnes un beau salaire. Êtes-vous d'accord? Je vais te contredire. Quelqu'un qui n'a pas fait beaucoup d'études pour faire beaucoup d'argent. Par exemple, Steve Jobs, qui est multimillionnaire, a seulement fait 2 ans de collège. Oui, mais ça, c'est un cas exceptionnel. Avez-vous Bonjour à tous et merci d'avoir participé à la formation. Donc, simplement vous aviser que nous avons eu quelques problèmes techniques pendant l'enregistrement, ce qui fait qu'il y a certaines parties qui sont manquantes, mais vous avez vraiment les choses les plus importantes. L'autre élément, c'est que pendant l'enregistrement, lorsqu'on présente des vidéos, parfois, c'est saccadé au niveau de l'enregistrement. Donc, vous pouvez aller directement dans votre Google Drive pour être capable de voir l'enregistrement avec une meilleure qualité. L'autre élément, c'est que les participants ont eu du temps pendant la formation pour explorer le site et je dirais environ 20 minutes. Et ils ont eu aussi environ 10 minutes pour remplir l'évaluation de la formation. Donc, parce qu'on voulait avoir vraiment plusieurs commentaires. Donc, c'est la raison pourquoi du temps a été donné. Donc, je vous remercie beaucoup et bonne journée.